Bien, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Comme je disais, on va essayer de terminer la soirée moins la tête à l'envers qu'en entrant, mais c'est vrai qu'on est sur un thème qui risque de remuer à la fois certitude, croyance, superstition, réalité. Et bon, c'est pas le thème des hic, mais ça pourrait y ressembler. Ce soir, d'abord, vous représentez l'association Citoyen, donc, que nous avons créée il y a 2 ans, Citoyen du Lauragais, qui est une association qui vise à organiser des débats. On n'est pas là pour apporter une pensée ou des certitudes, mais plutôt pour permettre l'expression des citoyens sur Escalquin, c'est plus largement sur le Lauragais. Et donc, à travers ces débats, on a fait l'eau, on a fait l'agriculture, mais on peut revenir aussi parce que chaque sujet nous montrait qu'il y a encore des champs qui n'étaient pas explorés, qui méritent d'être discutés, débattus. On s'arrête à 22 heures. D'abord parce qu'on pense toujours qu'il y aura des jeunes dans la salle et qu'eux, ils travaillent le lendemain, donc il faut pouvoir les libérer à temps. Mais même pour les autres, et puis surtout les débats qu'on a fait... qu'on a tous fait dans nos jeunesses, ces débats jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin, où à 6h, on votait le mode de désignation des délégués qui iraient nous représenter, etc., qui était un peu fatigant. Donc voilà, essayer de rester dans une zone où on peut encore repenser, réfléchir et parler. Donc c'est pour ça qu'on limite la durée. Mais à 22h, on propose de continuer autour d'une collation pour continuer à discuter, s'interpeller, poser d'autres questions, voilà, hein, pour garder aussi un aspect de convivialité. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de particulier puisque vous voyez un opérateur derrière, Patrick Jubert, avec des caméras, qui a proposé ses services pour filmer la soirée. Filmer pour vous de dos. Il filmera les intervenants un peu, mais parce que effectivement, on se posait souvent la question de mettre sur Facebook ces débats, savoir ce qu'on pouvait en dire. Donc, on verra ce que l'on peut en faire et si c'est faisable, on les mettra sur ce site. Donc, ne vous effrayez pas sur les images qui pourront être tournées et posez vos questions sans problème. Donc, comment ça se passe? On a 2 intervenants que Muriel va vous présenter rapidement. Il y en a un qui va intervenir, à vous ensuite la parole, pour dire, soit pour poser des questions, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est ce que vous en pensez, ce que vous avez à dire sur ce sujet, ce qui est les craintes que vous pouvez avoir sur l'intelligence artificielle, et les espoirs aussi, parce que c'est pas que Machiavel, c'est pour ça que ça pose problème. Voilà, donc sur tout ce que vous avez à dire, et ensuite on verra avec le deuxième intervenant ce qu'on dira. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve après. Bonsoir, je mets mes lunettes parce que sinon je ne peux pas me relire. Donc ça fait déjà 4-5 mois qu'on prépare cette soirée sur l'intelligence artificielle et puis finalement nous avons été rattrapés par l'actualité puisqu'avec la sortie de ChatGPT on a pas mal abordé la question de l'intelligence artificielle et il y a eu pas mal de débats, de soirées et de reportages sur l'IA. Donc on est vraiment en pleine actualité. Donc on a choisi aujourd'hui de faire venir Monsieur Laurent Risser ici présent et Monsieur Ronan Ponce qui vont aborder 2 aspects intéressants selon nous par rapport à la question de l'intelligence artificielle. Laurent Risser est chercheur, ingénieur de recherche au CNRS. J'aborderai Anity après, à l'Institut mathématique, donc à l'Université Paul Sabatier. Et Ronan Ponce, lui, il est doctorant, c'est ça ? Alors, j'ai bien noté, hein, doctorant en droit, spécialisé en droit des données personnelles et de la cybersécurité. Et ces thèmes de recherche portent sur l'encadrement juridique des technologies de l'intelligence artificielle. Et si j'ai bien compris, vous êtes à la fois sur l'Université d'Ottawa et l'Université du Capitole, c'est ça ? Voilà. Laurent Risser travaille aussi sur un domaine particulier, mais ça, il en parlera par la suite. Et donc, l'idée de la soirée aujourd'hui, c'était pour nous de donner de l'information, finalement, des définitions aussi. Qu'est-ce que l'IA ? J'aimerais vous dire quand même, préciser par exemple qu'on dit intelligence artificielle, mais que le mot intelligence n'a pas la même signification en français et en anglais, puisqu'en l'intelligence en anglais, dans ce contexte-là, c'est l'information et le traitement de données. Donc, c'est pour ça que nous, quand on parle d'intelligence artificielle, ça a une connotation particulière qui ne l'est pas forcément en anglais. Donc, l'idée, c'est qu'on aborde ces points-là, toute la partie juridique, donc n'hésitez pas sur toutes les questions de droit et on vous donnera quelques informations
Ensuite, sur des sites, et puis pour tous ceux qui nous ont donné des adresses mail, on vous enverra aussi des compléments d'information pour aller plus loin. Et on essaie de préparer aussi une petite bibliographie, si vous voulez, aller plus loin dans votre recherche par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, place à Monsieur Risser et Monsieur Ponce. Bon ben, voilà, merci. Et puis merci de nous inviter ce soir. Bon ben voilà, on va essayer, on s'est préparé, on s'est un petit peu subdivisé le travail, une partie un peu technique, une partie plus droit. On espère que ça va vous intéresser. Et voilà, et on va se lancer. Alors on est quand même des chercheurs, donc on aime les présentations. Avant de discuter, du coup, on va faire 2 petites présentations. Hop, oui, j'ai oublié de préciser ce qu'était Anity, mais vous pouvez le faire de votre côté, puisque vous êtes tous les voilà. deux aussi. Alors oui, je peux aussi présenter du coup qu'est-ce qui fait qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. On a même écrit des articles ensemble. On est tous les deux dans Anity. Alors Anity, c'est quoi? C'est un institut d'intelligence artificielle. Alors c'est un truc hors mur. Donc là, on est dans le monde du CNRS, de ses définitions. En gros, voilà, c'est une structure qui regroupe plusieurs universités, plusieurs laboratoires sur Toulouse qui traitent finalement de l'intelligence artificielle. Donc là, voilà, il y a plusieurs chaires plus ou moins spécialisées. Donc il y a des choses très orientées robotique. Il y en a qui sont IA très Airbus, tout ça, enfin voilà, sur les avions, la certification. Et nous deux, en fait, on s'est retrouvés dans une chaire qui traite des aspects droit et société, finalement, de l'intelligence artificielle. Donc voilà, moi je suis un matheux, Ronan est un juriste. Voilà, puis au début, on s'est retrouvés dans cette chaire, on a appris à discuter ensemble, on s'est dit, tiens, on pourrait faire des travaux en commun, échanger des idées, et trouver un langage commun aussi, parce qu'on vient de communautés tellement différentes que se comprendre déjà, c'est un an de travail. Et voilà, et donc on a pas mal développé finalement ces collaborations, ces échanges. Ça a permis finalement, j'en suis assez content, de faire émerger des questions nouvelles qui, enfin, ni l'un ni l'autre n'aurait soupçonné. Donc voilà, c'est un joli travail. Et entre autres aussi, on a fait quelques présentations. Donc on en avait fait avant le Covid. Et voilà, on était un petit peu, ça faisait 2 ans, je crois, qu'on n'avait rien présenté ensemble. Voilà, donc ce soir, voilà, on peut refaire une présentation commune. Donc voilà, donc cette première partie, donc moi je suis le technicien, on va dire, le matheux. Donc voilà, on va parler de biais et discrimination des systèmes d'IA. Alors ça va être sur l'IA en général, mais un petit peu les risques de l'IA aussi, donc pour alimenter discussion. Et la première partie, c'est celle que je vais faire, qui consiste principalement à démystifier ce qu'est l'IA. Alors l'IA moderne, il y a l'IA un peu classique, dont je ne vais pas parler. L'IA moderne, je vais vous définir ce que c'est à mes yeux, et c'est ce qui marche beaucoup actuellement. Donc pour commencer, donc j'ai dit on va démystifier. Pour commencer à démystifier, on peut commencer par la définition de Larousse. Donc ça qui fait foi finalement, enfin c'est la référence. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Pour Larousse, c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle. Ah, humaine, merci beaucoup, aidez-moi. Ouais, c'est bien, je voulais vous piéger. Donc voilà, donc humaine. Alors bon, c'est une définition qui est très générale, qui englobe beaucoup de choses. En pratique, on va le voir, il y a tous les films de science-fiction, de 2001 de l'Odyssée de l'espace, Terminator, je vous ferai des petites références aussi à Blade Runner. Enfin bon, voilà, il y a toute une littérature là-dessus, beaucoup de films, beaucoup de choses. En pratique, l'intelligence artificielle, vous l'avez tous dans votre téléphone. Vous faites, je sais pas, vous cherchez, vous êtes sur Amazon, vous cliquez sur un produit. Ah tiens, vous pourriez aussi aimer ça. Vous allez sur Booking. Ah tiens, il y a cet hôtel aussi qui est pas mal pour vous. Ah tiens, super. Donc voilà, vous allez sur, Netflix. Tiens, ces films-là pourraient vous intéresser. Donc vous avez donné à une machine des choses, et la machine, c'est comme un ami qui vous recommanderait quelque chose. Donc d'une certaine manière, il y a une certaine intelligence là-dedans. Donc c'est typiquement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors l'apprentissage automatique, ou machine learning,
C'est une sous-branche de l'intelligence artificielle donc l'intelligence artificielle, ça fait 30-40 ans que ça existe. Finalement, on peut mettre dans une machine des raisonnements humains. C'est si un hélicoptère vole, il est trop près du sol, attention, il risque de s'écraser. Bon voilà, ce genre de choses, il y a des décisions un petit peu simples. On a une expertise finalement métier sur des choses, et on peut mettre cette expertise dans des machines qui vont nous aider à prendre des décisions. Voilà, ça c'est assez simple. Mais l'apprentissage automatique ou machine learning, ça renouvelle pas mal l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors là, j'ai pris une autre définition. Alors c'est pas encore dans le Larousse. Par contre, il y a eu dans le journal officiel une définition de ce qu'est l'apprentissage automatique. Donc c'est un processus par lequel un algorithme évalue et améliore ses performances sans l'intervention d'un programmeur, en répétant son exécution sur des jeux de données jusqu'à obtenir de manière régulière des résultats pertinents. Ok, c'est un petit peu long. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais reprendre l'exemple de la personne là qui, je sais pas, elle est sur Amazon. Je sais pas, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur Amazon ? Je sais pas, on veut changer la cuisine. On regarde. Tiens, je vais regarder est-ce que vous avez des éviers. Bon, voilà, c'est un exemple très large. Très bien. Bon, la machine chez Amazon, ils ont appris que les gens qui regardaient ça, eh bien, ils regardaient aussi ça, ou ils pouvaient acheter ci, ça, voilà. Donc vous pourriez être intéressé par ça. Donc là, il y a une démarche sur les serveurs de chez Amazon, mais ça peut être d'autres personnes, enfin d'autres entreprises. Il y a beaucoup de données qui ont été stockées. On récupère aujourd'hui énormément de données quantifiées, on les stocke sur des ordinateurs, et ces données-là, on peut les réutiliser, on peut les reproduire. On sait que quelqu'un qui est intéressé par quelque chose est aussi intéressé par quelque chose. Là, quelque part, on revient sur cette idée que, tiens, il y a une machine, un algorithme, qui va apprendre que les décisions de quelqu'un qui aime quelque chose, il peut être intéressé aussi par ça. On va apprendre ça à partir des données. C'est pas quelqu'un qui a dit, si on aime cette marque-là, on aimera peut-être cette marque-là. Non. On a observé, on a stocké dans des clusters des comportements, et un algorithme apprend à reproduire ces comportements. C'est ça l'apprentissage automatique, et c'est quelque chose qui est très puissant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de données quantifiées. Là, je vous ai montré l'exemple des smartphones, mais on a aussi des données par satellite sur, par exemple, prédiction du climat, ou la prédiction météo même. Tiens, on sait quelle était la météo un jour, on sait ce qu'il y a le lendemain. A posteriori, est-ce qu'on aurait pu deviner la veille ce qu'on aurait eu le lendemain ? Ça, des machines peuvent apprendre ça. Donc on l'a aussi en imagerie médicale. Ça, j'avais bossé il y a quelques années sur Alzheimer. Est-ce que on a des patients, on a des cohortes de patients, on sait l'état de leur cerveau un jour donné, on les fait revenir 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, 4 ans plus tard, et on sait ceux qui avaient Alzheimer, ceux qui ne l'avaient pas. À partir de ces données-là, on peut apprendre avec une machine à prédire qui a des chances d'avoir Alzheimer par la suite. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc ça, c'est permis par ces données-là, et le fait qu'on a des clusters de calcul aujourd'hui qui sont très puissants et finalement assez accessibles. Voilà, comparé en tout cas il y a quelques années, on a des puissances de calcul énormes. Donc tout ça, ça ouvre énormément d'applications aujourd'hui, sans même s'en rendre compte. Tout le monde dans la salle, j'en suis quasi sûr, utilise de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors voilà, donc moi, avant de présenter les choses, j'aime les démystifier et dire finalement, faire comprendre comment ça marche. C'est vrai qu'on se dit, ok, il y a ces machines qui apprennent, comment ça marche, c'est un peu de la magie, tout ça. Donc là, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne sur un exemple simple. Alors avant de le faire, je vais quand même demander, est-ce qu'il y a des médecins ou des gens dans le médical dans la salle ? Ok, faut pas m'en vouloir, c'est un exemple pipeau. Voilà, c'est juste pédagogique. Voilà. Mais en tout cas, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il illustre bien les choses. Il permet de bien comprendre déjà ce qu'on fait en machine learning, en apprentissage automatique, et qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème. Donc là, imaginons, on a un patient, un médecin. On a nos patients qui viennent chaque jour, tout ça. On va imaginer ce médecin et se dit, moi j'aimerais bien apprendre à détecter automatiquement qu'il y a un rhume de qui ne l'a pas. Je vous ai dit exemple pipeau, mais pédagogique.
Donc voilà, ce médecin, sur une année, donc il y a des patients qui vont venir, donc voilà, il va dire, là, quel est l'âge de ce patient? On va mesurer quelle est la densité, enfin le nombre de globules blancs par litre de sang. Bon voilà, je prends que deux choses chez un patient, mais on aura beaucoup d'autres données en pratique. Mais là, on n'en a que 2. Et puis après, on sait, tiens, celui-là, en fait, il était en bonne santé, en fait, il est venu, et en fait, il allait bien. Celui-là a un rhume, celui-là est en bonne santé, celui-là a un rhume. Donc là, quelque part, le médecin, on va dire, il a 100 patients qui viennent. Sur ces patients, il va collecter des données, 2 variables. Donc l'âge, la densité de globules blancs dans le sang. Et il va avoir aussi, donc ça c'est des choses qu'on peut avoir facilement, mais il va aussi, avec son expertise, dire est-ce que la personne est en bonne santé ou la personne a un rhume. Donc voilà, là on a nos données. Et là, on voit ce qui va se passer. On se dit, tiens, lui, il sait, il connaît ça. Est-ce qu'un algorithme, en connaissant ces données, pourrait prédire si on a un nouveau patient, s'il est en bonne santé ou s'il a un rhume? Donc il y a vraiment cette idée on a des données faciles à observer, finalement. Des données qui nécessitent une expertise. Est-ce qu'on peut mettre en lien ces données faciles à observer avec celles qui nécessitent une expertise? Je peux reprendre l'exemple de la météo. On connaît la météo un jour donné. Connaître celle qu'il y aura le lendemain, il faut être bon pour y arriver. Enfin, c'est un métier. Là, voilà. Est-ce qu'on pourrait automatiser ce process? Et ce truc-là, on peut le voir. On connaît les produits que connaît un client. C'est une connaissance de savoir ce qu'il pourrait aimer. Donc voilà, on a ce principe qui est général. Alors, je vais faire un petit dessin. Je vais vous l'expliquer pour modéliser un petit peu tout ça et vous expliquer ce qui va se passer en machine learning. Donc là, c'est nos données. Donc là, c'est le tableau, on va dire, compréhensible par un humain. Ce truc-là, on va le mettre dans un tableau type Excel. Donc on va avoir le patient 1, le patient 2, le 100e patient. On va avoir l'âge, la densité de globules blancs dans le sang et l'état. Est-ce qu'il est en bonne santé ou il est malade? Voilà, très bien. Ce truc-là, on peut le représenter sous cette forme. Alors, sous un petit nuage de points 2D. Ce nuage de points, en gros, chaque point ou croix ici, c'est un individu. Donc, par exemple, là, ici, c'est un individu. Si plus il est loin sur cet axe-là de l'origine, plus il va être âgé. Donc là, sur cet axe-là, on a des gens de plus en plus âgés. Et là, plus on est haut sur cet axe-là, plus on a une densité de globules blancs qui est forte. Et après, si on a une petite croix, ça veut dire qu'on est on va dire en bonne santé. Si on est le point bleu, c'est qu'on est malade. Donc là, chaque personne, chaque point, finalement, représente un individu et ses caractéristiques. On est bon là-dessus? Donc là, voilà. Bon, là, je formalise un petit peu. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. OK. Donc, on a ces données-là. Donc, j'ai représenté les mêmes données que tout à l'heure. Et puis, j'avais posé la question de si on a un nouveau patient, où est-ce qu'il se situe? Donc là, assez naturellement, on peut se dire, là, celui-là, est-ce que vous le mettriez dans le groupe des croix rouges ou des points bleus? Voilà, croix rouge. Il ressemble plus quand même à ceux qui sont de ce côté-là. Donc là, clairement, celui-là, naturellement, l'intelligence humaine va dire, celui-là, d'après mon expertise, je le mettrai là, quoi. D'après mon expérience, plus. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec le paradigme donc, de l'apprentissage automatique ou du machine learning. C'est-à-dire, on va trouver un modèle mathématique. Donc là, sur ce dessin, c'est-à-dire, on va séparer à l'aide d'une ligne droite ce plan en 2 groupes. Et puis d'un côté, on sera dans le groupe des gens en bonne santé. De l'autre côté, disons si on a une nouvelle observation, on la prédira comme en bonne santé. S'il est de l'autre côté, on le prédira en mauvaise santé. Donc on a décidé que notre modèle pour séparer en 2 les observations, donc les individus, c'était une ligne droite. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va apprendre à proprement parler, c'est à trouver la ligne droite qui sépare le mieux possible les 2 groupes, à partir de nos observations, des données qu'on a. Donc c'est ce qu'on fera intuitivement. On dirait, tiens, je suis plutôt d'un côté, je suis là, je suis de l'autre côté, je vais prédire malade, de l'autre en bonne santé. Là, on trouve une ligne droite
À partir de notre expérience, on trouve comment elles séparent de manière optimale les données en 2 groupes. Et après, si on a de nouvelles observations, on va utiliser cette connaissance finalement empirique pour séparer, pour classifier les individus. Donc le machine learning, c'est ça, ni plus ni moins. C'est un modèle, enfin là j'ai fait quelque chose de très simple, c'est une illustration qui se voit bien. On va faire des choses beaucoup plus compliquées, mais le principe, c'est celui-là. On fera ça en plus difficile, mais on fera toujours ça. Ok. Donc là maintenant, je vous ai donné vraiment le principe de l'apprentissage automatique qui est celui-là. On a des données, on prend un modèle, on apprend le meilleur modèle pour séparer les données, et après, en fonction de ça, on classifie. Maintenant, imaginons mes données, là, j'ai de nouvelles données. Elles ne se séparent pas très très bien avec une ligne droite, mais bon, on arrive à avoir un truc qui est quand même pas mal. Donc là, j'ai coupé en 2 mes données de manière optimale. Globalement, dans 90% des cas, j'ai un truc qui marche bien, donc c'est pas parfait, mais bon, c'est quand même raisonnable. Maintenant, imaginons. Alors là, c'est la slide la plus difficile. Là, il faut se concentrer. Donc là, maintenant, mes observations, donc mes individus, je considère qu'ils vont être aussi dans 2 groupes. Il y a ceux qui sont malades, pas malades. Mais là, par exemple, donc là, on dit, je sais pas, par exemple, je vais avoir un groupe de personnes qui travaillent sur des chantiers, qui peuvent avoir mal au dos, attraper peut-être plus froid, tout ça, et d'autres personnes. En tout cas, j'ai un groupe, j'ai une sous-population qui est pas comme les autres. Et il se trouve que quand j'ai séparé en 2 mes données, en fait, j'ai beaucoup plus d'erreurs sur cette sous-population qu'une autre sous-population. Moi, j'ai fait un truc, voilà, j'avais mes données, je les ai séparées, j'ai fait quelque chose qui marchait bien. Mais si on avait regardé une autre variable, qui est, est-ce qu'on a quelqu'un qui a un travail de force en extérieur, une origine géographique, un régime alimentaire, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Finalement, un sous-groupe de population qui se distingue pour une raison ou une autre, il est possible que cette sous-population soit surreprésentée dans les données sur lesquelles je vais faire de mauvaises prédictions par la suite. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai appris quelque chose qui marche bien en général sur la population. Je l'ai fait en toute bonne foi, mais il est possible que mon algorithme fasse des décisions qui soient injustes pour certains groupes de personnes, et sans avoir été méchant, sans l'avoir fait exprès. Donc ça peut poser des questions. Ça peut être risqué. En tout cas, ça ouvre des vraies questions et voilà, dont les scientifiques s'emparent. Alors là, voilà, je vous ai montré un peu une utilisation hyper élémentaire du machine learning. Donc c'est même utilisé dans la vraie vie pour des choses beaucoup plus avancées, ce principe. Donc là, par exemple, LinkedIn. Donc LinkedIn, on met notre CV, on met notre vie, notre job, tout ça sur Internet. C'est un peu le réseau social pour l'emploi. Donc ça, il y a beaucoup de monde là-dessus. C'est utilisé, donc, si on n'a pas d'emploi, ou alors si on n'est pas heureux où on est, on se dit, tiens, on peut l'utiliser pour chercher un nouvel emploi. Mais aussi pour un employeur qui, il dit, tiens, là, je cherche à employer quelqu'un. Je vais essayer de voir s'il y a des CV sur LinkedIn que je pourrais contacter. Donc voilà, LinkedIn, ça peut être utilisé pour soit rechercher un emploi, soit rechercher un profil. Très bien. Donc là, ça a l'air naturel, mais j'ai dit, on va rechercher quelque chose. On va faire une requête à un ordinateur qui va nous recommander soit des entreprises, soit des employés potentiels. Là, on revient sur il y a une intelligence là derrière. Et il n'y a personne chez LinkedIn qui regarde chaque requête, qui dit, tiens, il y a un tel. Non, c'est automatique. Et ça, comment on fait ces décisions automatiques ? Par machine learning. Donc, il y a des bases de données énormes de profils, tout ça. Pour les recommandations, on va utiliser automatiquement ces données qu'on a sur un profil. Pour avoir quelqu'un qui est recommandé ou pas, on a fait de l'apprentissage sur qui a été recruté, enfin voilà, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de données, mais ça va être des choses qui sont faites automatiquement. Je vais vous montrer un petit peu après. Donc on peut avoir potentiellement, comme là sur mon exemple du médecin qui sans le vouloir peut discriminer une sous-population, sur ce type d'algorithme, on peut aussi discriminer des personnes sur la recommandation à l'emploi.
je suis un employeur, je cherche des personnes, il est possible que mes recommandations soient biaisées sur certains critères que même les gens de chez LinkedIn, en toute bonne foi, n'auraient pas imaginé. En fait, ils l'imaginent. C'est des gens très pragmatiques qui ne veulent pas se prendre des procès tôt ou tard. Bon, on peut les comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens de chez LinkedIn avec Microsoft sont tout à fait conscients de ces problèmes. Donc, ils ont mis un jeu de données de 400 000 biographies à la disposition de la communauté scientifique pour traiter ces biais et voir comment les réduire, comment déjà les quantifier, voir qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc on travaille beaucoup sur ce jeu de données, on l'aime bien, parce qu'il est très représentatif de ce qui peut se faire sur les recommandations sur l'Internet. Donc là, juste comment ça va marcher. Donc juste pour donner des ordres de grandeur, là vous avez vu le médecin, il avait 100 patients, il avait 2 variables, il faisait ses prédictions. Comment on va faire des prédictions de recommandations à l'emploi quand on utilise ce jeu de données? Donc là, c'est en anglais, mais en français, ce serait la même chose. Donc là, typiquement, on peut avoir une biographie. Donc sur LinkedIn, on met notre résumé. Je travaille sur ça, j'ai travaillé là-dessus, c'est ce qui a fait que je voulais être là-dessus. On raconte notre vie pour dire pourquoi on est intéressé par un emploi, quelque chose. Donc comment ça va fonctionner? Ce texte, ces données textes, telles quelles, ça passe pas très bien dans des solutions de machine learning. Il faut modifier leur forme. Par exemple, il y a plusieurs mots qui peuvent avoir une signification très similaire. Il y a beaucoup de choses comme ça, des fois des groupes de mots qui représentent une idée. Donc quelque part, on va changer la représentation de ces données. Pour faire ça, donc on va utiliser un réseau de neurones qui a été appris sur tout Wikipédia en anglais, un ensemble de milliers, voire de millions de livres, pour simplifier des représentations de texte. Donc on va changer la représentation de ces données avec des algorithmes sur lesquels on n'a pas trop de contrôle, qui marchent bien en général, mais voilà. Et une fois qu'on a cette représentation optimale des données, on va apprendre donc sur nos 400 000 exemples à prédire des métiers. Alors là, dans ce jeu de données, pour chaque biographie, on a le métier de la personne. Donc on va apprendre à prédire le métier de la personne. Donc là, dans ce jeu-là, il y a 28 métiers possibles. Donc c'est pas mal, ça permet de faire des choses bien. Donc ce truc-là, ça fonctionne très bien dans 90% des cas. Donc c'est plutôt pas mal. Si on choisissait un métier au hasard, on aurait une chance sur 28 de tomber sur le bon métier. Et là, dans 90% des cas, à partir d'une biographie, on prédit le bon métier. Donc clairement, c'est quand même une solution qui est pas mal. Après, on peut se dire, ça marche quand même bien. Après, même un humain, il lit un truc, des fois, il fait une erreur. L'idée, en fait, idéalement, le Graal, c'est d'avoir des solutions automatiques qui font des erreurs à un niveau à peu près similaire de ce que ferait un humain. Et là, on y est à peu près. Donc, quelque part, ça marche bien. Sauf que, donc ça, on a pu le vérifier. Alors, on ne l'a pas prouvé, parce que c'est dur à prouver, mais on l'a vérifié empiriquement. Il existe des biais de genre sur la qualité de la recommandation de profil sur certains métiers, donc en particulier des métiers très genrés. Alors là, je vous montre en gros, pour des métiers un petit peu extrêmes, donc pour chirurgien et pour modèle. Donc là, alors ce que je vous représente, c'est des graphes, mais en gros, l'idée, c'est ici, si on est un chirurgien femme, on a à peu près, je fais un petit raccourci, mais globalement, on a 14% de chances de moins d'avoir une recommandation de notre profil que si on est un homme. Donc voilà. Donc ça, c'est chaud. Si on est un modèle, donc voilà, si on est un modèle homme, on a 40% de chances de moins d'avoir notre profil recommandé que si on est une femme. Parce que dans les données, en fait, tout simplement, il y a des déséquilibres. Voilà, c'est des métiers qui sont statistiquement genrés. Et du coup, l'algorithme, il se trompe plus souvent pour ceux qui sont moins représentés. Et ça, il y a une réalité, voilà, il y a des statistiques. Mais le fait que les prédictions soient biaisées, ça, c'est embêtant. À l'échelle individuelle, c'est de la discrimination. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, nous, on travaille là-dessus. Donc sur l'Institut de maths, l'Institut de recherche en informatique et dans Anity. Donc on travaille sur des modèles pour des trucs de régularisation pour limiter ces biais.
tant que possible. Donc là, y avoir des choses qui rendent ces modèles plus justes, entre guillemets. Alors on peut pousser ça un peu. Donc là, justement, on a évoqué ChatGPT. Donc là, vous avez vu, pour ces recommandations à l'emploi, il y a des vrais problèmes sociaux. Là, je vous parle de ça, j'ai moins de recul dessus. Mais je pense que pour ouvrir des discussions, c'est pas mal. Donc ChatGPT, on en a pas mal discuté du coup dans les médias ces derniers temps. Donc honnêtement, c'est quand même un truc, techniquement, c'est extraordinaire, faut reconnaître. Donc on va poser des questions à un robot quelque part, une machine. Elle nous répond des choses qui sont quand même pas mal, qui sont des réponses qui sont plutôt bonnes. Alors il y a plein de questions qui se posent, on est un peu dans l'enseignement quand même. On se dit, mais moi j'ai 2 petits là, j'en ai un, il rentre au collège l'an prochain. Je me dis, merde, il faut pas qu'ils connaissent ça. Parce que sinon, quand on va lui poser des questions en bio, tout ça, franchement, il pose la question à ChatGPT, il répond très bien. Alors, on a un collègue qui a ses étudiants de M2 à poser une question en Master 2, donc qui sont à un niveau assez avancé, une question de maths un peu dure, et il ne savait pas répondre. Eh ben, il a été terrible avec eux, il a dit, tiens, je vais demander à ChatGPT. ChatGPT a trouvé la bonne réponse. Et là, ça questionne quand même. Donc ça marche quand même bien. Alors après, là, je fais écho à Blade Runner. Est-ce qu'on va avoir des agents conversationnels? En tout cas, c'est très vraisemblable. En tout cas, on va avoir des chatbots, des machines finalement qui simulent un humain. On leur pose des questions, alors dans des cadres peut-être spécifiques, mais qui vont bien répondre, qui vont qui vont donner de bonnes réponses assez pertinentes. Et au final, l'utilisateur ne saura même plus si c'est un humain ou une machine derrière. Clairement, dans certains cas, je pense qu'on y est. Voilà. Après, la question qui va se poser, c'est tous ces outils-là. Donc pour moi, je me pose la question. Je ne peux pas dire si oui ou non c'est vrai. J'ai un avis sur la question, mais je ne vais pas l'affirmer. Est-ce que, vu que tout ça, c'est appris sur des données qu'on trouve sur Internet, est-ce que ça ne va pas reproduire, voire amplifier des biais qui existent? C'est pas impossible. Donc ça, on va voir. Je pense que nous, en tant que scientifiques, on va s'intéresser à ces questions dans pas très longtemps. Alors juste pour illustrer, donc, je vais quand même vous montrer de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Alors c'est en anglais, mais je l'ai traduit. Je suis quelqu'un de sympa. Alors pour la petite histoire, je l'ai traduit avec un truc automatique qui marche très bien. C'est un réseau de neurones qui m'a traduit ça. Mais comme quoi, ça commence à être vraiment bon. Donc voilà, c'est des questions. La question de mon collègue, c'était ça. Donc c'est des trucs de maths, de M2. Voilà, pourquoi la norme 1 est intéressante pour l'apprentissage automatique? Voilà, il répond quelque chose qui se tient largement. C'est assez général comme réponse, mais elle se tient. Quelque chose que je trouve beaucoup plus fort, c'est après on pose une autre question. Pourquoi puis-je l'utiliser dans mon modèle de régression linéaire? C'est l'utiliser. Je fais écho à ma précédente question. Je parle même plus de ma régularisation, tout ça. Le truc qui est intéressant dans la question, c'est pourquoi puis-je l'utiliser? La réponse, elle se tient. Donc ça veut dire, l'algo, il a même mémoire de la question que je lui avais posée avant, et il me répond quelque chose qui se tient. C'est vraiment fort. Pour avoir peur, je me suis dit, tiens, quand mon fils va apprendre Pythagore, en fait, ouais, la réponse, elle est vraiment chouette. Donc ça marche. Alors après, alors, pour ceux qui se souviennent de Blade Runner, il questionne la machine, il essaye de voir que c'est une machine. J'ai réussi, je suis content. Voilà. Pouvez-vous me dire qui, parmi les poules et les vaches, fait les plus gros œufs? Les poules font les plus gros œufs. Les vaches produisent des œufs beaucoup plus gros, mais ils ne sont pas comestibles. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon. On peut encore mettre à défaut l'IA. Donc là, c'est bon, j'ai fait mon boulot. Je me suis senti un peu Harrison Ford. C'est toujours bon pour l'ego. Donc voilà, il y a quand même des choses. Donc on peut mettre à défaut ces IA. Si vous voulez, on peut en discuter. Mais quand même, l'air de rien, ça commence à être très puissant. Et il est fort possible qu'il y ait des biais assez importants dedans sur certaines choses. Donc il faudra faire vraiment attention à leur utilisation. Donc merci. Voilà. Bien, mais effectivement, le problème, c'est quand il y a 2 ou 3 mesures, c'est compréhensible. Quand on a des milliers, ça devient plus compliqué. Alors, je vois qui veut poser la première question sur
tout ce qu'on peut attendre de bien et tout ce qui peut faire peur. Oui, On peut peut-être prendre 2-3 questions. oui, une Ouais. comme ça. Je reviens sur votre question de biais, là. Ouais. Ouais, intéressant. Donc on a un mécanisme qui permet d'analyser des données sur des critères déjà, sûrement. Il y a quelqu'un qui a défini ces critères, c'est pas la machine. Et on s'aperçoit, en dessous mécanisme, même si on a 400 000 données, il y a des biais derrière. Alors je reviens à un deuxième exemple, c'est le risque qu'il y a au niveau de l'éducation, enfin l'apprentissage, donc des enfants ou des professeurs. Le risque, il est pour qui? Pour les enfants ou le professeur? Est-ce que c'est les professeurs, s'ils apprennent tout par Alors, les deux. GPT? Les deux. Ouais. J'arrive à une notion de biais. Alors, c'est bien, on se pose de bonnes questions sur le biais lié à ces algorithmes, mais peut-être c'est l'occasion de se reposer la question, est-ce qu'on n'a pas déjà ces biais? On a un système universitaire, on a un système, une société qui reproduit des modèles, etc., par apprentissage, par cousinage, par voisinage. Il y a déjà des biais. Dans tout ce qu'on apprend en université, en sociologie, économie, comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des biais importants par rapport à la réalité économique, la réalité sociologique? Alors, il y en a. Donc, c'est la question que je me demande, c'est Ça, est-ce que ça, c'est pas simplement un point d'entrée, des choses qui existent déjà, et à partir de là, quelle serait vraiment la spécificité de ces mécanismes alors, il y a d'intelligence artificielle, quoi. il y a une réponse. Donc, les biais existent, mais ça, c'est dans la nature, c'est un fait, c'est indéniable. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Voilà, il y a des biais dans la société, c'est comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est pas à moi de juger, mais bon, voilà, c'est comme ça. Par contre, alors ce qu'on a vérifié, pareil, on ne peut pas le prouver. Par contre, on l'a vérifié plusieurs fois. Quand un algorithme apprend à faire ses décisions sur des données biaisées, il tend à renforcer ses biais après. Voilà, je pourrais avec les mains donner une intuition de pourquoi ça marche, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on vérifie. On vérifie qu'il les amplifie. Si l'algo amplifie les biais, et l'algo par toute une nouvelle génération, ce qui répond, est considéré comme la vérité absolue, il y a une génération, je pense, dans le monde de l'enseignement, on s'est dit, il y a Wikipédia, la vérité absolue pour les rédactions, c'est Wikipédia. Attention, comment on va faire? Je pense alors je ne suis pas dans l'éducation nationale, mais je pense qu'il a fallu repenser beaucoup de choses. Là, je pense qu'on arrive à un nouveau niveau, où il va y avoir des choses encore plus faciles d'accès et qui potentiellement reproduisent des erreurs qu'on peut trouver sur Internet, encore plus. Et l'être humain ayant tendance à croire ce que lui dit la machine, ça va être considéré comme vérité absolue. Donc il y a un réel risque. Moi, mon avis en tout cas sur la question est il faut très rapidement former les jeunes à avoir un œil critique là-dessus. Le risque, c'est pas que l'être humain croit ce que dit la machine. Le risque, c'est qu'on a un mécanisme d'auto-apprentissage Voilà. Qui reproduit et qui amplifie peu à peu. Ouais. par ce mécanisme, est-ce qu'on répondra que la Terre est effectivement... Ouais. Je sais pas si tu veux. Si tu veux répondre aussi. Je sais que tu as d'autres, un œil différent. En tout cas, voilà. C'est des vraies questions. Après, bon, je peux faire un petit aparté sur le droit, du coup. Je vais marcher sur ton terrain. Donc, je vois un petit peu la mèche. Il y a quand même un droit qui est en train de s'écrire là-dessus. Et on est censé travailler, on est censé apprendre sur des données non biaisées. J'espère pas spoiler. Bon, voilà. Par contre, en tant que personne qui travaille sur des données, enfin mon métier c'est quand même avant tout de justement faire de l'apprentissage, tout ça. Des données non biaisées, ça n'existe pas. Enfin, je sais pas, tu as peut-être une idée de comment faire. Oui, pour rebondir sur ça, l'idée des biais, ils sont inévitables. Et la question qui commence à être réfléchie du point de vue du droit, c'est quels biais sont souhaitables du point de vue de la société et être conscient des biais qui sont présents dans le système. Donc c'est être conscient du risque et potentiellement les choisir. Notamment, est-ce qu'on préfère conserver les biais qui existent de la société ou est-ce qu'on utilise l'apprentissage comme une opportunité de corriger les biais qui existent
ou pour les réduire, hein. Les inégalités sociales par exemple. Donc ça c'est une question qui est très difficile et qui est plutôt de l'ordre du politique en fait que du droit. Mais le droit commence à réfléchir sur si on décide de corriger, lesquels on corrige et pour les remplacer par quoi. Mais ça c'est pas encore tranché, mais c'est une discussion que les chercheurs en droit ont régulièrement sur ce domaine. Mais ce ne sera pas à nous de trancher parce que ce n'est pas à nous d'imposer nos préférences politiques par rapport à d'autres. Ce sera certainement le gouvernement ou au niveau européen. On a deux questions derrière. Alors, on a deux questions ici. Pardon. oui, bien. Bon. Bonjour. Donc ma question porte sur la qualité des données en fait, puisque on voit bien que toute votre démonstration est basée sur le fait que tout le savoir est dans les données et l'algorithme exploite les données. Ouais. Donc il faut que les données soient correctement quantifiées et il faut qu'elles aient une représentativité suffisante justement pour limiter tous les biais dont vous venez de parler. Et alors, ma question est, quels sont les travaux, ou y a-t-il des travaux pour essayer de, je dirais, définir des règles qui permettraient de s'assurer qu'on a des bases de données qui soient... Alors, on ne peut pas éviter les biais, ça je suis d'accord, hein, mais qui soient suffisamment représentatives pour les limiter d'un point de vue technique. Oui, oui, carrément, on travaille là-dessus. Donc déjà, il y a plusieurs choses. Il y a, même au niveau des algorithmes, même au-delà des données, on travaille sur, et clairement on n'est pas tout seul, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus actuellement, sur, même si les données sont biaisées, on va apprendre des règles de décision qui ne le sont pas trop. Donc là, en tout cas, avoir les moyens techniques de le faire, c'est des choses qui commencent à être assez matures dans le monde scientifique. Donc là, ça, il y a ça. Après, avoir des données qui... retravailler sur les données pour... avant d'aller là-dessus. Il y a encore aussi autre chose. Il y a détecter les biais. Donc ça, c'est aussi un autre travail. Donc on travaille dessus aussi, et clairement, on n'est pas tout seul. Donc il y a... Ça fait un peu écho au droit, peut-être. Je pense qu'on en reparlera pas mal. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui définissent des indices de mesure des biais sur les prédictions, donc ce qui ouvre pas mal de questions. Et de la même manière, des indices de à quel point des données sont biaisées ou pas. Après, donc là, ça ouvre encore d'autres questions. Donc il y a des biais qui peuvent être connus par rapport à certains critères, le genre, l'âge, beaucoup de choses. Et après, il y a encore des questions qui se posent sur le bien connu. On est une entreprise, on veut mettre une solution sur le marché. On n'a peut-être pas pensé à certains critères sur lesquels on peut être biaisé. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus. Peut-être je peux te laisser parler sur les bases sur le droit. Oui, tout à fait. Non, la recherche de biais est très compliquée. Ce qu'on essaye de faire tous les deux en collaborant, c'est s'assurer que les biais qui vont être détectés, c'est ceux qui sont dérangeants du point de vue, par exemple, du droit. Donc en prenant en compte notamment les critères de discrimination et s'assurer que de la base de données qui est utilisée, on teste au moins sur les critères qui constituent une discrimination. Comme ça, on se rend compte que là, en effet, si c'est une femme, on réalise que il y a beaucoup trop d'hommes dans la base de données, on risque d'avoir des mauvaises performances à la fin. Faites attention. La difficulté qu'il y a du point de vue du droit, c'est que pour savoir si les données sont biaisées, il faut connaître si la personne est un homme ou une femme. Et ça, c'est une donnée qui est très sensible, par homme-femme, mais aussi la religion, la situation de santé médicale, etc. Donc c'est aussi un compromis. Est-ce qu'on expose les gens à des risques que leurs données fuitent, mais on permet d'améliorer le système, ou est-ce qu'on préfère, entre guillemets, ignorer le biais, mais au moins on ne demande pas plus de données aux gens. Ça, c'est un équilibre qu'aujourd'hui, au niveau européen, le droit essaye de régler. Oui, il y a un certain nombre de domaines techniques où, quand on a une donnée, ce qui est important, c'est de connaître la barre d'erreur qui lui est associée.
Est-ce que dans ce domaine-là, il y a possibilité d'avoir un indice de confiance, puisque quand même, je pense que les mathématiques sous-jacentes permettent un certain nombre de choses. Ça, c'est une question de mathématicien, je pense. Non ? Désolé, je ne nierai pas. Je suis docteur en maths. Donc, est-ce qu'il y a sous-jacent donc la possibilité d'avoir un indice de confiance qui permette de savoir si l'info est fiable ou pas ? Alors j'ai envoyé un article, une conférence là-dessus hier. Voilà. Donc oui, il y a des choses. Donc il y a, concrètement, donc il y a des techniques. Ok, en gros un indice, voilà. Surtout si une base de test est limitée, en fait, l'indice c'est pas forcément fiable. C'est des choses statistiques finalement. Une statistique, si par exemple je prends la moyenne de la taille des gens dans cette salle, j'aurai quelque chose d'assez stable. Si j'ai 2-3 personnes et je dis est-ce que c'est représentatif de la taille moyenne des gens à Escale 15, j'aurai un biais plus fort. Donc voilà, la stat, plus il y a de monde, plus on est fiable. C'est comme ça. Donc sur ces indices de biais, il y a cette question alors que nous on pose, parce qu'on a une sensibilité stat, donc voilà, forcément, mais qui, à ma connaissance, n'est pas encore trop posée dans le droit. On a écrit aussi un article là-dessus. Enfin voilà. Nos discussions, justement, nous ont amenés à se poser cette question. Donc, on travaille là-dessus. Donc, d'un point de vue purement technique, on peut avoir, un peu comme en statistique, en fait, il y a des stratégies pour avoir des barres d'erreur, pour dire quel est le niveau d'erreur en fonction du nombre d'individus. Ça, c'est des choses qui existent et qui sont assez classiques en stats. On peut aussi dire, on a un certain échantillon de population. Qu'est-ce qui se passe si on prenait au hasard 50% de ces gens ? On prend à nouveau au hasard 50% de ces gens, on prend à nouveau au hasard 50% de ces gens, et quelque part, on va avoir des sous-populations qui sont un peu différentes chaque fois. Si j'ai par exemple 10 personnes avec des tailles différentes, j'en prends 5 au hasard, j'en prends encore 5 au hasard, j'en prends encore 5 au hasard. Chaque fois, si je fais la moyenne de la taille de mes 5 individus, je vais avoir pas mal de variabilité. Si j'ai 1000 individus, j'en prends 500 au hasard, 500 au hasard, 500 au hasard. Je mesure la moyenne de la taille, j'aurai beaucoup moins de variabilité. Donc voilà, il y a des techniques statistiques pour, de la même manière, avoir une idée de la fiabilité de ces indices. Donc voilà, ça voilà, on a bossé là-dessus. Voilà. Mais on a cette idée, je ne pense pas qu'on soit les seuls. Ouais. Oui, je voudrais revenir sur les biais. Il me semble qu'il y a un point essentiel que vous n'avez pas abordé, c'est la pertinence de la donnée par rapport aux problèmes posés. Par exemple, pour le rhume, vous avez considéré qu'on pouvait regarder l'âge et le nombre de globules blancs. Bon, il est évident que c'est un exemple et qui génère des biais. Si vous aviez pris comme paramètre, n'importe quoi, la taille et la pointure, vous auriez eu des corrélations, mais vous auriez eu bien plus de biais. Donc la question que je pose, c'est, Dieu soit loué, l'intelligence humaine intervient encore au moment où on pose la question. Ouais. Et vous ne pensez pas que le choix de la pertinence de la question est extrêmement importante pour limiter les biais? Alors, je pourrais répondre, mais je pense que tu seras encore meilleur que moi là-dessus. Alors, je suis complètement d'accord avec votre question. Souvent, on a tendance à limiter la question des biais aux données, mais la manière dont ceux qui conçoivent le système perçoivent le problème, c'est déjà une source de biais importante. Vous prenez cet exemple-là, mais si on prend un exemple plus clivant, par exemple les RH, ressources humaines, choisir le bon employé, les personnes qui déterminent les critères, ça en dit long sur la manière dont ils voient, eux, le travail, etc. Et ça peut amener à des discriminations, juste parce que la manière dont la question est posée va sélectionner tel critère ou tel critère, plus de biais ou plus de biais. Et donc ça, c'est très important. Le seul truc qui puisse être fait, alors je spoil un peu orientation en droit, mais c'est demander à ceux qui décident de donner leur justification et de montrer qu'ils ont cherché différents types de questions pour voir laquelle est la plus pertinente et quels sont les critères les plus pertinents à chaque fois. Et d'être logique. Par exemple, dans le cas chirurgien, on note que les femmes sont moins recrutées que les hommes. Je pense, à mon avis, il suffit de pas entrer le genre dans le recrutement.
Alors, là, Et vous n'aurez pas ce biais. Alors, je repasse le micro à Laurent, mais alors, en effet, c'était l'idée première, mais il se trouve que malheureusement, les biais sont plus ancrés que ça, et indirectement, on finit par les retrouver, en fait. Ouais, c'est assez horrible. Donc voilà, c'est un travail... voilà, on a une doctorante qui travaille spécifiquement sur cette question. Et en fait, le style d'écriture n'est pas le même. En fait, voilà, c'est la vérité, c'est ce qu'on vérifie. Mais très régulièrement, sur une biographie, une femme justifiera plus pourquoi elle est arrivée là. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça m'a donné envie de... Blablabla. J'ai fait des trucs sociaux, du coup, je suis arrivé dans le médical. Et là, tac, c'est le style, la manière de rédiger la biographie n'est pas la même. Les gars, ils vont être plus directs. Et au final, comme ce style d'écriture, de présenter les choses, est statistiquement lié au genre, ben, l'algo, il va l'apprendre, en fait. Il sait. Indirectement, il y a ça dans les données. Alors, bon, rapidement. Bon, nous sommes dans le cadre d'une nouvelle technologie. Je suis ici, là, voilà. Ouais. Dans le cadre d'une nouvelle technologie, comme souvent, les nouvelles technologies s'accompagnent de risques, mais aussi d'opportunités. Bon, dans les risques, vous pointez les biais, effectivement, hein, on le comprend, c'est un risque avéré. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme, un ensemble d'algorithmes. Pensez-vous que, grâce à l'intervention de l'homme, finalement, qui constate ces biais, on peut corriger ces algorithmes de façon, peut-être pas les éliminer complètement, mais à les limiter. Et concernant les opportunités, quelles sont les principales opportunités que vous voyez avec l'intelligence artificielle? En quoi l'intelligence artificielle peut nous aider, peut aider l'humanité finalement à progresser dans un certain nombre de domaines? On a évoqué le domaine médical, mais il y en a certainement d'autres. Enfin, j'ai bien quelques idées en tête, oui. Mais j'aimerais bien avoir votre vision. Ok, il y a plusieurs questions. Donc déjà, ce sur quoi ça peut aider, bon ben voilà, il y a le médical, ça c'est clair. J'ai évoqué aussi la prédiction météo. On peut dire, bah là, pour les récoltes, ça va aider. On sait ce qu'il va faire. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que c'est le progrès ou pas? Mais la voiture autonome, ces trucs-là, ça, c'est des grandes questions. Ça, je ne vais pas répondre. Bon. Voilà. Socialement, il y a potentiellement des choses très mauvaises. Il y a des choses bien. C'est comme tout. C'est des nouvelles technologies. Je pense qu'à l'époque, à la préhistoire, quand on a inventé le feu, ben, il y a eu des bons et des mauvais côtés. Ben là, c'est la même chose. Voilà, les choses évoluent. Collectivement, ben, on n'a pas le choix. Ben, c'est comme ça. Bon, voilà. Il y a du bon et du mauvais. Et pour moi, c'est assez clair. Sur la réponse de l'humain, après 3-4 années, alors, je vais juste... Expérience personnelle. C'est pendant des années, donc avec des gens, le B612, je ne sais pas si vous avez vu, il y a ce bâtiment, avec pas mal de gens d'entreprises variées sur Toulouse, tout ça. Pendant longtemps, on s'est posé ces questions justement de comment réduire le biais inconnu. C'est un peu ce que j'ai évoqué. On ne connaît pas le biais, comment faire? Et on se l'est posé cette question. C'était un truc sous-jacent. On discutait avec des industriels et cette question revenait, on n'avait pas de réponse. Honnêtement, au bout de 3 ans, pour moi, la réponse, je me dis, ben, en fait, il n'y a pas le choix, il faut mettre un humain dans la boucle. Voilà, c'est quelque part... Ces outils vont impacter des humains et on peut modéliser, tourner la question dans tous les sens. Quelque part, la personne qui va avoir le bon sens pour dire ce qui est bien ou pas bien, c'est des humains. Donc il faut forcément mettre un humain dans la boucle. Alors, signe des temps, voilà, c'est une réflexion personnelle. On va sur des conférences justement qui traitent des biais, tout ça dans l'IA. Il commence à y avoir des sessions human in the loop, mettre un humain dans la boucle. Donc voilà, c'est des idées qui commencent à émerger. À titre personnel, ça vient, mais très souvent, dans ces communautés, quand on a une idée, on peut se dire qu'il y a 1000 autres personnes dans le monde qui l'ont aussi, quoi. Voilà. Oui. Moi, j'ai une question. Alors, premièrement, c'est un peu rassurant quand vous dites la solution, c'est peut-être de remettre de l'humain dans la boucle. Et par ailleurs, sur la correction des biais, enfin, je ne veux pas faire de la provoque, mais quelque part, dans certains domaines, est-ce qu'on n'a pas un risque de manipulation de l'information? Alors, je fais référence, par exemple, je me rappelle, il y avait eu cette histoire sur les sondages où, pour certains partis, en fait, il fallait corriger
les résultats des sondages et en fait, on s'est rendu compte que des fois, on corrigeait trop ou mal, ou etc. Et derrière, soit ça peut être des erreurs dans la correction de biais, ou carrément, on va essayer d'influencer derrière en fonction de la réponse, du résultat qu'on veut avoir. Grosse question. Mais elle est importante, elle est vraiment importante. Alors oui, c'est un peu ce qu'a dit Roland tout à l'heure, il y a des choix politiques, quelque part. Même sur la manière de corriger ces biais, en fait, il y a 2 grandes manières déjà de corriger des biais de base, vraiment les solutions de base. Il y en a une qui dit, est-ce que si une communauté ou un sous-groupe de population est biaisé, on va rehausser le taux de bonne prédiction pour l'accès à l'emploi ou quelque chose comme ça. Ça s'assimile à de la discrimination positive. Voilà. Une autre solution, c'est, supposons que quelqu'un a une vérité absolue qui dise « cette personne mérite d'avoir le job, celle-là non, celle-là non, celle-là non », on peut aussi corriger l'erreur. On peut dire « on va se débrouiller pour que les erreurs de prédiction soient similaires dans ce groupe à celles qu'on a dans un groupe plus général ». Donc déjà en soi, on a 2 solutions techniques, c'est des 2 solutions vraiment élémentaires, mais déjà en soi, les 2 posent une question qui est de l'ordre du politique et potentiellement de la manipulation. Et ça, c'est... Mais à un moment, voilà, on fait rentrer l'humain, on fait rentrer des choix de société quelque part là-dedans. Et alors juste, surtout qu'en général, ceux qui viennent de la machine, on a tendance à le croire et à prendre ça comme des faits, alors que quand ça vient des femmes et des hommes, on a toujours plutôt tendance à questionner cette parole, et c'est bien, ouais. Alors qu'on ne la questionne pas vis-à-vis de la machine. Et donc, du coup, c'est la porte ouverte quand même. Je pense qu'il y a un réel besoin de formation des jeunes, c'est clair. Il faut former les jeunes à avoir un œil critique par rapport à ça. Clairement. Oui, je reviens rapidement sur les biais, parce que je pense que ce n'est qu'un aspect. La question que je me pose, ces biais, la machine ne peut pas les détecter. Et pourquoi on ne peut pas définir des modèles de référence, des données de référence? Parce que pour évaluer une machine objectivement, grosso modo, il faut voir est-ce que je plante ou pas. Donc il faut utiliser non pas des données réelles en masse, etc., mais des modèles de référence qui vont permettre d'identifier qu'effectivement la machine reste objective par rapport à des critères. Alors, ouais. Et ce qui me revient à rebondir sur le deuxième point, tout à l'heure, vous avez dit comme définition initiale pour stimuler l'intelligence humaine, artificielle était humaine. Simuler. On ne pourrait pas une bonne fois pour toutes supprimer ce mot intelligence qui, à mon avis, fait fantasmer. Et derrière, il y a d'autres choses. On ne veut pas simuler l'intelligence, on veut simuler le savoir-faire. On peut simuler la culture, on peut simuler d'autres objectifs, parce qu'un algorithme, on lui demande finalement de prendre une décision en présentant des données en fonction d'informations. Donc, ce qu'on ne veut pas simuler, ce qu'on veut simuler, c'est le savoir-faire humain. Le savoir-faire, c'est le savoir-faire du médecin qui, en fonction des critères, il va dire il a ça. Du RH qui va sélectionner quelqu'un en fonction de ses critères, il va proposer ça, etc. Mais derrière, effectivement, comme vous dites, il faut toujours faire intervenir l'humain, il faut que toujours on ait une culture des gens qui vont utiliser ces outils, il faut inculquer les outils, que l'outil n'est qu'un outil, que l'intelligence, elle est dans les humains. Et parce que là-dessus, on retrouvera 2 choses. Il y a le cas d'espèce, dans toutes les données qu'on peut les modéliser, etc., il y a les cas d'espèce. Les individus sont tous différents, puis il y en a certains qui sont vraiment très différents des autres. Okay, puis après, la décision, même la sélection de quelqu'un, en fonction de tous les critères, il y a le juge-arbitre, quelqu'un, par son expérience, etc. Il va sélectionner plutôt telle personne que telle personne par un biais très important, qui est son point de vue. Intelligence artificielle, mais avant de fantasmer dans la peur, revenons pas à ce que ça apporte et commence à apprendre
à savoir l'utiliser. Alors, qu'est-ce que vous recommandez là-dessus? Alors, bon, il y a plusieurs choses. Première question, déjà, c'est sur les volumes de données. Pour apprendre ce genre de décision, il a fallu tout Wikipédia, tout un ensemble de milliers de livres et 400 000 biographies à noter. Donc on est sur des données compliquées, mais pour prendre une décision comme ça, avec 90% de bonnes prédictions, en moyenne, c'est des jeux de données monstrueux, absolument monstrueux. En fait, du coup, on est à des échelles, même en France, peut-être un ordinateur peut faire ce genre de truc, quoi. Je pense. Voilà. Donc on est sur des choses gigantesques. Et après, il y a sur l'intelligence à proprement parler, c'est juste des algorithmes qui reproduisent ce qu'ils ont vu. On a pris des données quelque part et on apprend juste à reproduire ces données. J'aime bien parler de singe savant quelque part. Il apprend par cœur plein de choses et en moyenne, il ressort quelque chose qui marche bien. C'est tout. C'est tout. Et là, après ce truc-là, ça permet de résoudre des nouveaux problèmes, d'automatiser des choses, pour le bien ou pour le mal, soit, mais en tout cas, ça marche. Par contre, du coup, il faut former des jeunes, il faut réellement former au sens critique, avant tout. Et ça, c'est essentiel. Et ma plus grande peur, c'est qu'on le fasse mal. Voilà, ça. Voilà. Ouais. Oui, ça marche. On parle de biais. Donc un biais, c'est nécessairement par rapport à une norme. Donc le problème, c'est qui fixe la norme? C'est les statistiques. Oui, mais les statistiques sont efficaces surtout sur des variables qui sont discrètes, la taille, le sexe, etc. Bon, à partir du moment où on a des variables qui sont beaucoup moins compréhensibles, par exemple la sensibilité à la douleur, qui peut être très variable d'un individu à l'autre, d'un moment à l'autre, etc. Là où se trouve la norme? Et est-ce que lorsque on passe à l'exploitation de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions plus élaborées, je pense à des décisions qui relèvent du politique, est-ce que la norme ne peut pas être fixée de travers? Est-ce que la norme ne peut pas être le biais? C'est une bonne question. Non, c'est une vraie question. Je saurais pas réellement y répondre. Honnêtement, après, sur des études, on parle là de définition de la douleur. Voilà, il y a des médecins qui sont spécialistes de ça. À ma connaissance, il y a plusieurs échelles qui existent. Si on en utilise une, laquelle? Oui, c'est vrai, c'est des choix. Mais il y a des choix à faire. On revient sur ce lien avec l'humain. Je pense que cette question déborde même de l'IA à proprement parler, mais plutôt du choix des indicateurs, toutes ces choses-là. Mais c'est des vraies questions qu'on peut se poser dans ce cadre-là. Je ne sais pas si tu peux... Ouais. Oui, c'est un champ de recherche à part entière qui s'appelle la gouvernementalité algorithmique. C'est l'idée que on se fie sur la norme statistique pour prendre des décisions plus générales. À ça, si je dois résumer un peu le principal reproche, l'IA, c'est très bien pour reproduire le passé. C'est très bien. La question que se pose notamment en droit, c'est que le droit, c'est aussi poser un idéal vers lequel aller, et donc peut-être changer par rapport à ce qui s'est passé. Donc, en effet, il faut être vigilant, et c'est pour ça que c'est l'importance de considérer que le système d'IA, c'est avant tout des choix, et c'est aussi des choix juridiques, politiques, autant que techniques. Et du coup, en effet, la norme doit être fixée de manière transparente, en disant on veut aller vers là maintenant, l'outil nous aide à y aller, mais il faut éviter que l'outil nous donne la norme statistique en disant mais c'est comme ça que ça se passe maintenant, donc on va reproduire éternellement ce qui se passe. Par exemple, en droit, ce qui se passait pour les tribunaux, c'est qu'on essaie de prédire les décisions des juges. Mais du coup, si on part de ce principe-là, il n'y a jamais de changement dans le droit par les juges face à une situation qui serait exceptionnelle. Donc, le problème, c'est qu'en effet, ça a tendance à normaliser tout
et à rendre tout identique sur le long terme. Et en effet, c'est l'avantage qu'on a nous par rapport à l'IA, c'est pouvoir se projeter sur quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qu'on aimerait aller. Et du coup, là, on revient sur il faut se méfier. Les statistiques, c'est très beau pour prendre des décisions, mais là, pour le coup, c'est ce qui existait. Si on veut changer ce qui existait, il faut, nous, arriver en rupture et penser la norme à l'avance. C'est le travail du politique et des juristes, notamment. Pardon. Oui, on va arrêter les questions et les reprendra après, si vous voulez bien. Puisque vous avez embrayé, on va peut-être continuer sur la partie juridique et on reprendra toutes les questions après. Merci.